la bataille de l'Ebre, c'était plein d'avions tout le temps. C'était plein de bombes, c'était plein de poussière, c'était plein de gens qu'on voyait, qu'on ramenait blessés, parce que les morts, on ne les ramenait pas, ils sont restés là sur place. D'ailleurs, vous l'avez vu quand ils nous ont dit que même actuellement, quand ils travaillent la terre, il leur arrive de trouver les ossements des gens que personne n'est venu récupérer. Et pourtant, il y a 65 ans. Et quand on est arrivé là-bas, que j'ai vu ce soleil, un ciel, tant donné qu'il y avait tant de vent, c'était un ciel bleu. Eh bien, je ne m'en rappelais plus d'avoir vu ce ciel. J'ai vu la Sierra de Pandors, la Sierra de Cavalls, mais ce n'était pas une ligne que j'ai vu. J'ai vu plein d'arbres, plein de verdure, mais je ne sais pas, plein de tranquillité. La rivière de l'Ebre, moi, à ce moment-là, je l'avais vue large. Mais cette fois-ci, je l'ai trouvé plus petit. Je dis quand même, c'est pas si grand que tu avais en tête. Quand on est allé dans l'endroit que je croyais que c'était ma position, je n'ai rien reconnu. Les arbres, 60 ans après, ils n'avaient rien à voir avec les arbres petits que j'avais vus. Et en plus, j'en avais beaucoup plus. Non, je me suis trouvé dans un endroit méconnu complètement. Et alors là, c'est ça que c'est un truc bizarre. Avoir passé 2 mois et demi dans un endroit comme celui-là de l'Ebre, et dire, tiens, mais c'est méconnu tout ça pour moi, là, mais... 60 ans après, si les images ne sont pas nettes, la trace de cette guerre reste très présente dans ma vie, par le récit que mes parents m'en ont fait. Ils m'ont parlé d'une société dont ils avaient tant rêvé, quand en 1931 la République était proclamée, et d'une guerre fratricide qui, en 1936, aurait pu être évitée. Un coup d'État a ensanglanté pendant 3 ans les régions d'Espagne, séparé des familles, et condamné 1 demi-million d'Espagnols républicains à l'exil. François est l'un d'entre eux. En juillet 1938, dans la défense du front de l'Ebre, il espérait gagner la guerre, tout comme mon père, mobilisé à 31 ans. Je n'étais pas encore née, mais j'en garde la trace. J'ai voulu parcourir les lieux mêmes de la bataille avec mon père, mais sa mort subite m'en a empêché. Quelques années plus tard, mon projet rejoignit celui de François Folck, qui souhaitait revenir sur les lieux où, en 1939, en pleine jeunesse, sa vie avait basculé. Il était loin ce jour plein d'espoir du 14 avril 1931. La République est arrivée sans aucun coup ni de canon, ni de fusil, ni de pétard, ni de rien du tout. L'Espagne s'est couchée monarchiste le 12 ou le 13 avril, et le 14 avril, elle s'est levée, elle était républicaine. Comme ça, c'était quelque chose d'inouï. Sans savoir comment, il y a eu, c'est un coup, une explosion d'enthousiasme. Et alors les gens, ils sont sortis dans la rue. Viva la République, on a gagné. C'est vrai, on avait gagné à Madrid, à Barcelone, à Valence, dans toutes les villes qui avaient un truc républicain. Voilà, moi j'étais à l'école, tranquillement. C'était les locaux des lycées Luis Vives de Valencia, et c'était l'après-midi, c'était vers 3h30, 4h. La porte s'ouvre, par ordre du directeur, je viens vous dire qu'il faut arrêter les cours parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a la révolution, pardon. La révolution? Ah, allez, marcharos à la calle. Alors, donc, la première des choses qu'on a fait, c'était aller à la mairie. La mairie, c'était à côté du lycée. Et à la mairie, il y avait un type là qui essayait de monter avec un torchon que je n'avais pas vu. Et c'était le drapeau, le drapeau. Il a sorti le drapeau de la monarchie. Il a mis un drapeau, sans aucun écusson, dans lequel il y avait les rouges, les jaunes et les mauves. Tiens,
Bon, même moi, j'étais tout étonné pourquoi les mauves. Et alors, il y a quelqu'un à côté qui me dit, amigo, porque es el color de la libertad. Après, par la suite, j'ai vu que c'était pas vrai. C'était les mauves, ils représentent les comuneros de Castilla. Et c'est ça qui manquait au drapeau de la monarchie. C'est-à-dire qu'en mettant les comuneros de Castilla, ça veut dire qu'il n'y avait pas la dictature monarchique. Et à ce moment-là, ça venait l'emblème de la liberté. Et je prends le tram pour rentrer à la maison. Mon père dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu arrives toujours à 6 heures, là, 8h30, 9h, d'où tu viens? Et moi, je lui dis, papa, je viens de proclamer la République. Et voilà. Avec l'avènement de la République, des associations artistiques, civiques, culturelles se sont développées et ont favorisé la participation active du peuple à la vie politique et sociale du pays. Mais la République, au point de vue administratif, au point de vue légal, il a apporté des choses que jamais avaient existé en Espagne. D'abord, les votes des femmes. La deuxième chose, que l'Espagne n'était plus catholique. Dans les écoles, il n'y aurait plus de crucifix, ce n'était pas obligatoire d'apprendre la doctrine chrétienne, et ce n'était pas obligatoire tout un tas de trucs que moi, quand j'allais à l'école, tous les samedis, il y avait le curé qui venait pour nous expliquer le catéchisme, ou la historia sagrada qu'il s'appelait là. Mes parents m'ont parlé de leur dignité retrouvée, du droit de vote, du droit à l'instruction, d'un État laïque, de l'égalité devant la loi pour tous les Espagnols. Je garde un souvenir inoubliable de ces moments heureux pendant les veillées familiales. Tantôt, ils nous apprenaient des chants de leur chorale, alors interdits. Ou tantôt, ils nous racontaient comment leur passion commune pour le théâtre les avait rapprochés. Ils parlaient aussi avec gravité des utopies et des réformes que le peuple voulait voir rapidement réalisées, sans toujours prendre la mesure du coût et des délais que cela supposait. La République apportait surtout une nouvelle constitution. Parce qu'avant, on ne savait pas qui c'est qui avait droit à quelque chose et qui c'est qui n'en avait pas. C'était la Guardia civile qui venait et qui trouvait, oh, on vous donne une tabassée et c'est tout ce que vous avez droit. Tandis que maintenant, on avait fait des lois. L'Espagne, c'était une république des travailleurs et qu'ils étaient tous égaux devant la loi. Tandis qu'avant, non. Avant, il y avait les nobles, la bourgeoisie, et après, les autres. Tandis que, devant la loi, tout le monde était pareil. Secondo, ils ont commencé à créer les salaires minimums, s'il y avait des heures supplémentaires, enfin, tout ça, ça a été créé par la loi à ce moment-là. Et surtout, on a fait un peu le début de la réforme agraire, mais c'était un projet. Et alors, et l'autre qui a eu surtout, c'est celui des écoles. On a voulu tout de suite que tous les enfants d'Espagnols, qu'ils aient le droit d'aller à l'école, qu'ils aient l'obligation d'aller à l'école, et qu'il y ait suffisamment d'écoles publiques pour tout le monde. La réforme agraire n'a pas vu le jour. Et les propriétaires terriens ont continué à faire la loi sur leur immense propriété. La réforme de l'armée n'a pas été acceptée. L'Église n'a pas supporté de voir son pouvoir restreint. Et les grèves, et les désaccords entre les régions et l'État, et les grèves encore continuaient. Le 18 juillet 1936, des militaires se sont soulevés contre la République. C'était le début d'un processus insurrectionnel avec son cortège de vengeance personnelle et de violence sans limite. Pour défendre la République, des groupes de volontaires sont spontanément partis sur les lieux de rébellion. Mais leur préparation militaire était presque inexistante. À l'arrière, l'insécurité était de plus en plus grande. 10 mois après le début de la guerre, des bombardements sur la population civile de Tarragone ont eu lieu. Mes parents y habitaient. Je n'étais pas encore née, mais j'en garde la trace. Ils nous les ont tant de fois racontées. Dans mon imagination d'enfant, il en est resté gravé la peur qui s'emparait des gens quand ils entendaient les sirènes en plein milieu de la nuit. La course effrénée vers les refuges surpeuplés, le sifflement des projectiles trop tôt tombés,
puis des sirènes encore, annonçant la fin de l'alerte, le retour au foyer, un temps de répit pour se persuader ou croire que la vie reprenait. Le premier bombardement, juin 1937, a été suivi de 108 bombardements. La vie, la guerre continuait, et la peur des bombardements aussi. Et mes parents survivaient. La Légion italienne, la brigade espagnole de bombardement et la Légion Condor ont lancé près de 4000 bombes. 30 mois de révolution et de guerre se sont soldés par 230 morts et de nombreux blessés. Au début, vous aviez un truc, une envie de vaincre, une envie de dire, mais dis donc, mais ça, il faut qu'on fasse quelque chose pour voir si on peut éliminer Franco en attendant qu'il vienne une guerre mondiale et que nous, on soit intégrés dans cette guerre et qu'on nous aide. Mais, vous savez, au bout de 2 mois que vous êtes en train de recevoir des bombes, il arrive un moment que vous dites, non, mais dis donc, là, mais c'est... On attend qu'on nous liquide tous. Ou ce qu'ils veulent, c'est au lieu de trouver la paix, ils disent on va tous les liquider et tant qu'il y en aura un debout, il y aura des bombes. « 60 ans après, les champs de bataille ne sont plus battus que par le vent et réchauffés par les rayons du soleil. Mais les images de la guerre sont toujours présentes dans mon esprit. C'est parce que mes parents ont cru que la République devait être défendue que mon émotion est si grande. Lorsque mes pieds foulent cette terre, maintes fois décrite par mon père, ces tranchées, vestiges visibles de la guerre, nous ramèneront sur le chemin de la mémoire. Són els refugis que es construeixen els soldats per a poder dormir, per a poder descansar i busquen llocs com este, en plaques de pedra, en vetes de pedra que els permeten resistir els bombardejos, que els tinguin salvaguardats i s'excaven a mà, s'excaven sense maquinària de cap tipus perquè no n'hi havia en aquella època. I és una de les formes de veure la duresa que va significar no només la Batalla de l'Ebre, sinó tota la guerra civil per als dos bàndols, per tots aquests que hi van combatre. I aquí, quant de temps van estar amb aquesta línia? Aquesta és la línia de protecció de la població de la Fatarella. Aquesta és una línia on no es va combatre, perquè quan van arribar aquí els nacionals, les forces republicanes ja havien evacuat i ja estaven a l'altre cantó del riu, el qual vol dir que s'instal·len aquí el 25 de juliol, el dia que comença la batalla, i evacuen la zona entre el 14 i el 16 de novembre. És a dir, la gent que va estar aquí va estar 4 mesos vivint en aquest tipus de condicions. Hi havia tendes de campanya als voltants o què sabeu? Sabem que l'oficialitat i els estaments sí que portaven aquest tipus d'indumentària o de material, però la tropa passa en lo que té. Que val a dir que la majoria de soldats no porten botes. Porten botes les brigades internacionals i alguna altra unitat d'èlit, però la majoria dels soldats estan convertint en espardenyes. Dormen en mantes, tot el tipus de material que coneixem, de sacs de dormir, tendes de campanya, impermeables, tot això, no existeix a l'any 36. O si més no, l'exèrcit espanyol no té capacitat per a tenir-ho. En avril 1938, l'armée franquiste, composée d'Italiens, de Navarrais et de Marocains, coupe en deux le territoire républicain. C'est l'effondrement du front d'Aragon. La répression contre la population restée fidèle à la République est féroce.